Nous allons enfin aborder l'enquête syllogistique que mène Aristote dans les premiers analytiques. On peut formuler cette enquête comme une enquête sur les relations logiques entre couples de propositions de contenu distincts. Alors, il faut, pour expliquer le contenu de cette enquête, poser un petit peu de vocabulaire. D'abord, il faut préciser, il faut indiquer que jusqu'à présent, nous n'avons considéré que les rapports de proposition dont le contenu est identique, ou encore, on peut le dire de manière différente, matériellement distincte. C'est-à-dire que dans tous les cas, on avait le même sujet et le même prédicat. Voilà, donc les propositions sont matériellement distinctes si elles ont leur sujet ou leur prédicat qui est distinct. Par exemple, Socrate, tous les hommes sont mortels et quelques hommes sont mortels sont matériellement identiques. Même si elles sont formellement distinctes, tous les hommes sont mortels et tous les Athéniens sont mortels, sont formellement identiques, mais matériellement distincts. Concernant la distinction matérielle, deux possibilités. Soit les propositions sont complètement distinctes, c'est-à-dire qu'elles n'ont ni leur sujet ni leur prédicat qui est similaire. Par exemple, tous les Athéniens aiment le vin et tous les hommes sont mortels sont des propositions qui sont totalement distinctes matériellement. Par opposition, certaines propositions sont simplement partiellement distinctes matériellement. Donc là, je saute directement au point 1, 2, 3, 4, 4 et 5, 6. 6. Quand les propositions ont simplement un terme qui est commun et l'autre qui est distinct, on appelle moyen terme le terme qui est commun aux propositions et on appelle terme extrême les deux autres termes. Vous avez, si vous, par exemple, prenez la proposition « tous les hommes sont mortels » et tous les Athéniens sont mortels, vous avez deux termes qui sont distincts, hommes et athéniens, qui sont donc ici appelés les termes extrêmes, et le terme mortel, qui est commun et qui est donc le moyen terme de ces deux propositions. Alors, je reviens tout en haut. On peut appeler une configuration propositionnelle tout ensemble de propositions matériellement distinctes. On peut considérer toute proposition 2 à 2. Donald Trump est le président des États-Unis, ce qui n'est plus vrai évidemment, et le chou-fleur est bon pour la santé, ce qui n'est pas vrai non plus évidemment. Voilà, donc et puis je pourrais considérer les timbres-poste aiment la philosophie, ou je pourrais prendre n'importe quelle proposition. Donc les configurations propositionnelles, ce sont des ensembles de propositions matériellement distinctes. Pour lancer l'enquête, donc c'est l'objet sur lequel on va enquêter. Mais pour enquêter sur quelque chose, il faut encore se poser une question. Et la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ces configurations propositionnelles sont des syllogismes? Alors, je lis ici la définition que donne Aristote du syllogisme. Le syllogisme doit être abordé avant la démonstration en raison de son caractère plus général. La démonstration, en effet, est une sorte de syllogisme, mais tout syllogisme n'est pas une démonstration. Le premier point de la définition du syllogisme, c'est que le syllogisme est un élément de la démonstration, mais il n'est pas suffisant pour avoir démonstration. C'est une partie de la démonstration. Alors, quelle est cette partie? Aristote poursuit sa définition au chapitre 1 du premier livre des premiers analytiques. Le syllogisme est un discours dans lequel certaines choses étant posées, quelque autre chose que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces données. Par le seul fait de ces données, je veux dire que c'est par elles que la conséquence est obtenue. À son tour, l'expression c'est par elle que la conséquence est obtenue signifie qu'aucun terme étranger n'est en su requis pour produire la conséquence nécessaire. Là, ce qu'il faut retenir ici, c'est le syllogisme est un discours dans lequel certaines choses étant posées, quelque autre chose que ces données en résulte nécessairement par le seul fait de ces données. Vous reconnaissez ici la définition d'une relation logique, c'est-à-dire que si les prémices sont vraies, c'est-à-dire les prémices sont les propositions qui sont données, les propositions dont la vérité est posée ou supposée, alors la conclusion
c'est-à-dire la proposition qui s'ensuit, est nécessairement vraie. On a ici une relation de nécessité, une relation logique, une relation de nécessité entre valeur de vérité des prémices et valeur de vérité des conclusions. La question est alors de savoir s'il existe des configurations propositionnelles telles que si les prémices sont vraies, alors si deux propositions sont vraies, une troisième est nécessairement vraie. Par exemple, si est-ce qu'on peut retrouver des propositions alors, avec 4 termes, A, B, C, D, tels que A, B et C, D rendent nécessaire la vérité d'une proposition dont les termes seraient E, F. Alors, il est évident, j'ai formulé ici les questions d'abord, si on considère, pardon, excusez-moi, j'ai un tout petit peu trop vite, pour poser cette question-là, il faut considérer tous les cas possibles. Et on a notre question, maintenant il faut considérer le domaine sur lequel on enquête. C'est comme si on avait déjà notre instrument, il reste encore à savoir quel est le terrain que l'on va travailler avec notre instrument. Le premier cas de figure, c'est la question de savoir si on peut directement conclure quelque chose à propos d'une proposition à une autre proposition dont le contenu est distinct. Simplement si on a deux propositions. Et la réponse est non. Si, en revanche, il y a une troisième proposition, peut-on conclure de l'hypothèse selon laquelle les deux propositions sont vraies au fait qu'une troisième proposition serait fausse, ou serait nécessairement vraie, pardon. Il faut ici distinguer deux cas de figure. Soit le contenu des propositions est entièrement distinct, soit il n'est que partiellement distinct et ces deux propositions ont un moyen terme. Donc, si le contenu de deux propositions est entièrement distinct, on ne peut rien en conclure. Si je dis Socrate est mortel et les haricots verts sont bons pour la santé, il est impossible d'en tirer quelque conclusion que ce soit. En revanche, comme vous le savez, parce que ce syllogisme est extrêmement célèbre, si il y a des configurations propositionnelles qui ont un terme commun et qui sont fécondes au sens où elles ont une conclusion nécessaire. Si je sais que tous les hommes sont mortels et que Socrate est un homme, il est nécessaire que Socrate soit mortel. Il est impossible que Socrate soit immortel. La question est donc de savoir d'examiner tous les cas où des propositions ont un moyen terme, ou deux propositions ont un moyen terme, pour se demander dans quel cas ces propositions ont une conclusion qui est nécessaire ou pas. Et pour cela, il faut commencer par examiner tous les cas de figure possibles. Pour cela, on distingue deux concepts qui permettent d'indiquer les ensembles de cas de figure possibles de configuration propositionnelle. Le premier concept est celui de figure. Deux configurations propositionnelles appartiennent à la même figure si le moyen terme occupe la même place dans ces deux prémices. Occuper la même place, occuper une place pour le moyen terme, c'est soit être en position de sujet, soit en position de prédicat. Donc, si je prends le terme Socrate, dans Socrate est un homme ou cet homme est Socrate, dans la première phrase, Socrate est en position de sujet, dans la seconde phrase, Socrate est en position de prédicat. Deux configurations propositionnelles appartiennent à la même figure si le moyen terme, c'est-à-dire le terme qui est identique dans chacune des deux propositions, y occupe la même place. Ce qui donne trois cas de figure possibles. Soit le moyen terme occupe tantôt la position de sujet, tantôt celle de prédicat, comme dans le syllogisme célèbre que j'ai déjà cité, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme. Et, dans la première proposition, donc le moyen terme, c'est homme. Dans la première proposition, le terme homme est en position de sujet. Dans la deuxième proposition, il est dans la seconde proposition, il est en position de prédicat. L'ordre des propositions n'importe pas, puisqu'on aurait aussi bien pu dire
Socrate est un homme, tous les hommes sont mortels, et la conclusion serait la même. Donc, on n'a pas besoin de distinguer le cas où d'abord on a le moyen terme en interposition de sujet et ensuite un prédicat, ou l'inverse. Deuxième figure possible, c'est le cas où le prédicat est deux fois, où le moyen terme est deux fois en position de sujet. Ou plutôt, donc le deuxième cas de figure est celui où le prédicat où le moyen terme est deux fois en position de prédicat, et le troisième cas de figure est celui où le moyen terme est deux fois en position de sujet. Donc, traditionnellement, on nomme le premier type de figure première figure, le deuxième figure, et la troisième, où le moyen terme est deux fois en position de sujet, troisième figure. Maintenant, on sait qu'il faut examiner ces trois figures du syllogisme. Chacune de ces figures peut se traduire par divers modes. C'est-à-dire que si je prends par exemple le célèbre syllogisme de figure 1, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, tous les syllogismes qui ont cette figure ne sont pas concluants, n'ont pas une conclusion nécessairement vraie. Si je remplace, si je dis par exemple tous les hommes, quelques hommes ne sont pas mortels, et Socrate est un homme, je ne peux rien en conclure, car je ne sais pas si Socrate fait partie de ces quelques hommes qui sont mortels ou des quelques hommes qui ne sont pas mortels. Donc, dans la mesure où la figure ne suffit pas pour savoir si il y a ou non syllogisme, il faut examiner le rapport entre les différents types de propositions. Il faut considérer ce qui se passe quand on a une proposition de type A, de type E ou de type O ou de type I dans une des prémisses, et la première prémisse est comment cette proposition se combine avec une proposition de type A, E, I, O dans la deuxième prémisse. Alors, je vais juste interrompre la vidéo pour vous montrer un schéma. Alors, voilà. Donc, c'est le schéma que je voulais vous montrer. Si on prend la première proposition, si on prend ici donc une figure où vous avez le moyen terme, d'abord sujet et ensuite prédicat, vous avez donc les cas suivants si la première prémisse est une prémisse universelle affirmative. Cette prémisse peut se combiner avec une deuxième prémisse qui est soit elle-même également universelle affirmative, soit négative, universellement négative, soit particulière affirmative, soit particulière négative. Comme il y a quatre possibilités de propositions au départ, de prémices, alors la première prémisse, je l'appellerai majeure et la seconde mineure. Comme il y a quatre possibilités de prémices majeures, vous avez ce même schéma qui se répète pour chacune des possibilités de prémices, comme je viens de le faire défiler. Il s'ensuit que pour chaque figure du syllogisme, vous avez 16 modes, 16 configurations propositionnelles possibles. Et la question est alors, je crois que je vous donne la réponse, donc ne regardez pas. La question est alors de savoir quelles sont celles de ces configurations qui instancient une relation logique, c'est-à-dire celle où, quand les prémices sont vraies, la conclusion est nécessairement vraie. Alors, voilà, je vous laisse faire l'exercice chez vous. Ça, je pense qu'il faut environ 2 heures ou peut-être 1 heure pour essayer de répondre à cette question. Il s'agit donc d'explorer 48 possibilités. Donc, dans un premier temps, il faut que vous parveniez à noter chacune de ces possibilités. Ça demande un peu de patience. Et ensuite, il faut essayer de vous demander si il est possible, si l'association des deux prémices
engendre une conclusion de manière nécessaire? Première question. Si oui, quel est le type de proposition qui est nécessairement vrai si les deux prémices sont vraies? Pour essayer de faire cet exercice et de justifier, il faut que vous montriez que dans le cas où les propositions ne sont pas, les configurations propositionnelles n'est pas un syllogisme, il est aussi bien envisageable que la conclusion soit vraie que la conclusion soit fausse. C'est-à-dire que toutes les relations possibles entre les termes du jugement, de la proposition, sont envisageables. Par exemple, si je dis aucun homme n'est mortel ou quelques hommes ne sont pas mortels, Socrate est un homme, il est aussi bien possible que Socrate soit mortel que Socrate ne soit pas mortel. Par conséquent, il n'y a pas de relation logique entre l'énoncé Socrate est mortel et les deux prémices. Je vous laisse avec cet exercice et je vous dis à la semaine prochaine.